Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous êtes sur la RTS 20h, le journal, voici les titres. À la une de cette édition, l'hommage de toute une communauté au président Macky Sall. La CEDEAO se félicite des actes que pose le chef de l'État sénégalais pour une libre circulation des personnes et des biens et l'ouverture des négociations entamées avec l'Union européenne sur les accords de partenariat économique. Nous sommes plus de 12 800 habitants au Sénégal, une population jeune avec plus de 49% qui s'activent dans l'agriculture. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a publié les résultats provisoires du dernier recensement. Ce soir, nous allons faire une balade dans différentes allées de Dakar, délabrement, des espaces verts qui deviennent des garages, insalubrité et autres décors. Bienvenue sur les allées de Dakar ce soir. Koumbaya Khatemar nous en parle. Et puis dans notre série de reportages sur le Wallo, zoom ce soir sur le transport fluvial. Nous irons dans la commune de Gaïa, confrontée à des difficultés liées à un manque d'eau pour l'agriculture. La CEDEAO rend hommage au président Macky Sall. C'est l'un des faits marquants de l'ouverture de la 44e session ordinaire de la communauté qui s'est ouverte ce matin à Yamoussoukro. Le président ivoirien Alassane Ouattara, président sortant de la CEDEAO, a salué les efforts du président Macky Sall pour une libre circulation des personnes et des biens, mais également pour les négociations entamées avec l'Union européenne. Envoyé spécial, Radical. Le président Macky Sall est arrivé ce matin à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire pour participer à la 44e session ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre qui marque la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Pendant ces 2 dernières années, des avancées considérables dans tous les secteurs d'activité de la sous-région ont été enregistrées, à savoir en termes de croissance économique et de développement. Le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO revêt un caractère spécial. Il marque en effet la fin du mandat que vous avez bien voulu me confier et nous offre par la même occasion l'opportunité de dresser le bilan de nos actions et d'envisager en toute sérénité la poursuite de la mise en œuvre de notre agenda communautaire. À l'heure du bilan, nous pouvons nous réjouir des avancées notables réalisées dans bien des domaines de la vie de notre organisation commune et de la défense des intérêts de nos peuples. Les efforts communs consentis par nos États lui ont permis de gagner le respect de la communauté internationale dans la défense de nos intérêts communs. Au plan politique, notre région a su, tout au long de ces 2 dernières années, renforcer la démocratie, l'état de droit et faire face aux menaces contre la paix et la sécurité. Au plan économique, nous avons réalisé d'importants progrès. À ce titre, je voudrais souligner l'engagement résolu de chacun de nos États à contribuer plus que par le passé à l'œuvre de construction du marché commun régional. Les importantes avancées obtenues dans les domaines de l'harmonisation des politiques économiques et financières et de la réalisation de l'union douanière nous ont permis d'aboutir à l'adoption d'un tarif extérieur commun lors du sommet de Dakar en octobre 2013. Le TEC, le tarif extérieur commun, sera enfin mis en place à partir du 1er janvier 2015, après plus de 7 années de négociations. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur notre sous-région. La CEDEAO tente de répondre avec succès aux multiples défis qui l'interpellent. Un hommage a été rendu au président Macky Sall pour ses actions menées pour la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi pour les négociations qu'il est en train de mener avec l'Union européenne. Je voudrais donc rendre hommage au président Macky Sall pour son action en faveur du renforcement de la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace régional et du raffermissement des relations avec nos partenaires européens. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour notre organisation, porteuse de plus de démocratie, de croissance et de progrès. Elle sera marquée par l'accélération de la libre circulation des personnes et des biens et la marche irréversible vers la monnaie unique. Ensemble, nous avons décidé de bâtir un espace économique de référence doté d'infrastructures modernes. Les négociations sont en cours pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation et à la réhabilitation des grandes infrastructures d'interconnexion routière, ferroviaire, électrique, énergétique, par câble dans la plupart des États.
Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur volonté de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre des principaux secteurs d'action prioritaires tels que la consolidation de la paix, de la sécurité et de la démocratie, mais également l'accélération de l'intégration régionale dans tous les secteurs. Je voudrais d'ores et déjà souligner qu'un élan nouveau porte le domaine des infrastructures, avec le projet d'interconnexion des réseaux électriques des 4 pays de la Mano River Union, le projet d'autoroute Abidjan-Lagos, dont le traité entre les 5 pays concernés sera signé au cours de ce sommet, ou encore la construction des postes de contrôle juxtaposés aux frontières. Pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, des élections présidentielles seront organisées au mois d'avril. Des responsables de la MISMA ont été honorés. Ils ont reçu la médaille de valeur militaire de la CEDEAO pour service rendu à la région ouest africaine. Senghor réapparaît au Palais de la République et de quelle manière des œuvres du président Poète ont retrouvé les murs et les senteurs du palais de l'avenue Roume. C'est une richesse inestimable que vous remettez à la nation, a dit le président Macky Sall à M. Sambaba. Cet ancien collaborateur du premier président du Sénégal et ancien technicien à la RTS est à l'origine de cette exposition, Marning. Des œuvres du président Senghor sur le hall du Palais de la République, l'exposition a permis au chef de l'État de revoir l'itinéraire du fils de Diogoye. L'initiative pleine de symboles et de Sambaba, cet ancien de la RTS qui a collaboré avec le président Senghor. Sa démarche républicaine est saluée ici par le président Macky Sall. C'est une richesse inestimable que vous mettez à la disposition du Sénégal. Je voudrais vous en remercier très sincèrement et vous exprimer toute la gratitude de la nation et surtout tout le plaisir que je ressens, que je sais combien vous êtes attachés à notre amitié. Voilà, je ne trouve pas le mot qu'il faut, puisqu'il y a aussi un peu d'émotion en cet instant précis. Je remettrai au ministre de la Culture ces œuvres pour être installées au musée Senghor, qui va être dans sa résidence que l'État du Sénégal avait acquise et qui sera ouverte une fois que nous aurons terminé les rénovations et permis tous les adeptes de Senghor, ses amis, de pouvoir aussi venir s'inspirer dans ce musée Senghor qui désormais va être un musée qui va alimenter la vie culturelle de Dakar. Ces manuscrits, livres et autres tableaux constituent une production littéraire et intellectuelle du poète président. Sa vie d'homme d'État y est aussi mise en évidence, de même que d'autres aspects du parcours du premier président de la République du Sénégal. Un bien précieux, désormais, entre de bonnes mains. 25 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'État du Sénégal et ses partenaires comptent mettre en place pour la mise en œuvre d'un projet de lutte contre les feux de brousse. Les travaux autour de ce nouveau plan sont d'ores et déjà entamés. Un conseil interministériel s'est tenu à cet effet dans l'optique de son adoption. Ibrahima Pabidjékou. Les feux de brousse, de véritables dangers pour l'économie nationale et le secteur de l'environnement. Après leur passage, ils causent de nombreux dégâts dans les différentes localités du pays, des greniers de récolte souvent emportés, des maisons ravagées, des animaux sauvages et le cheptel qui en pâtissent aussi. Pour le ministère de l'Environnement, les pertes sont énormes. Elles sont déjà estimées à plus de 150 milliards de francs CFA. Face à cette situation alarmante, un nouveau plan est engagé par le gouvernement d'un coût global de 25 milliards de francs CFA. Ce programme va s'appuyer sur la sensibilisation et l'équipement des équipes de terrain. La création, l'équipement et la dotation en personnel des 15 centres de protection de la nature devront être relancés. Ils jouent un rôle fondamental dans la réponse ou la prévention. Un moyen de communication radio et données devra être installé entre le centre de suivi écologique et ces centres pour leur communiquer en temps réel le numéro vert qui existait dans le passé, qu'il faudra donc remettre en service. La nécessité de renforcer la sensibilisation des populations pour un changement de comportement, puisque beaucoup de feux de brousse, pour ne pas dire la quasi-totalité, sont dus à l'homme.
Sur le terrain, la mise en œuvre de ce plan va se concrétiser par l'installation des camions-citernes. Aussi, les autorités envisagent d'impliquer davantage les populations locales. Le partenariat nous a permis aujourd'hui, avec le PRCA, donc le plan de renforcement et de consolidation des acquis du Royaume des Pays-Bas, de pouvoir aller vers l'acquisition de camions-citernes, de niveleuses gradaires, de bulldozers et de tout le petit matériel nécessaire pour pouvoir équiper aussi bien les centres de protection de la nature, mais aussi les comités de lutte villageois qui sont installés et qui sont aujourd'hui au nombre de 3000. Pour mettre fin à ce phénomène souvent provoqué par l'action de l'homme, des mesures draconiennes sont prévues contre les auteurs de ces feux. L'installation d'équipes mixtes de la gendarmerie et des eaux et forêts à travers le pays est également envisagée pour traquer les personnes à l'origine de ces feux ravageurs. Nous parlons de l'université virtuelle de Diamniadio qui sera construite bientôt dans cette ville grâce au concours de la BAD à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA. En plus des 5000 étudiants qui auront des ordinateurs, un protocole a été signé entre l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement. Le ministre de l'économie et des finances a aussi signé un protocole d'accord avec la Sonatel relatif à la gestion de la facture téléphonique de l'État du Sénégal. Compte rendu, Moussa Mané. Cette signature d'accord entre la Banque africaine de développement et l'État du Sénégal porte sur un modèle d'enseignement moderne et innovant. L'institution financière africaine apporte ainsi son concours à la construction de l'université virtuelle du Sénégal. Le projet d'UVS, c'est-à-dire l'université virtuelle du Sénégal, est une réponse spécifique et appropriée du Sénégal à la question de formation des jeunes en liaison avec le marché de l'emploi, permettant de faire face aux défis liés aux disparités régionales dans l'accès à l'enseignement supérieur et au taux élevé de chômage des diplômés. En effet, ce projet vise à promouvoir l'accès équitable des jeunes bacheliers du Sénégal à une formation supérieure favorable à leur insertion professionnelle. Face à la problématique de l'insertion des jeunes, le Sénégal a opté pour un système éducatif et une formation professionnelle adaptée aux besoins du marché de l'emploi. L'Université virtuelle du Sénégal, à travers la promotion des TIC, contribuera à l'évolution du Sénégal vers la société de l'information. Dès que ces infrastructures seront mises en place, l'UVS aura une capacité d'accueil annuelle de 6000 étudiants. Les mesures d'accompagnement prévoient l'équipement en ordinateur portable de 5000 étudiants et la facilité d'accès à Internet. Il va offrir des alternatives flexibles des pratiques, car l'Université virtuelle du Sénégal va rendre le savoir accessible, permettre à des milliers de jeunes d'acquérir un savoir-faire et des compétences qui ouvrent la voie à l'emploi. Ce projet d'UVS constitue un maillon important dans l'opérationnalité du plan Sénégal émergent. Ceci à travers le développement d'une offre d'enseignement supérieur diversifiée et de qualité. L'autre accord est signé avec la Société nationale des télécommunications Sonatel. Il porte sur la gestion de la facture téléphonique de l'État du Sénégal. Le protocole vise à plafonner les factures liées au téléphone des services de l'État à 11 milliards. Nous avons donc pu faire une offre innovante qui permet globalement de faire en sorte que tous les appels entre les lignes mobiles de l'État, entre les agents de l'administration, à quelque endroit qu'ils se situent dans le territoire, soient gratuits et illimités. Également que tous les appels des réseaux fixes analogiques vers les mobiles de l'État ou vers le réseau fixe analogique de l'État soient gratuits aussi, 24 heures sur 24. Et qu'il soit gratuit aussi, même quand ces lignes fixes analogiques appellent des clients du réseau fixe Sonatel qui ne sont pas des agents de l'administration, et cela de 8h à 18h. Lors de la réunion du Conseil des ministres du 12 avril 2012, le président de la République Macky Sall avait instruit le gouvernement de réduire le train de vie de l'État. La décision de réduire la facture téléphonique de l'administration entre dans ce cadre. En effet, à travers la mise en place d'un réseau privé téléphonique de l'État, RPE, le protocole permettra d'offrir aux services étatiques l'opportunité de communiquer gratuitement aux heures de bureau. Je voudrais encore une fois me réjouir de la signature de ce protocole
qui matérialise la rationalisation des dépenses de fonctionnement de l'État, telle que préconisée par M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dès son accession à la magistrature suprême. La mise en œuvre des clauses du protocole impliquera l'engagement de toutes les parties pour atteindre les objectifs fixés. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires a tenu cette semaine son premier conseil d'administration. L'institution a déjà mobilisé 10 milliards de francs CFA pour démarrer ses activités. Les agences régionales seront créées pour couvrir l'ensemble du territoire sénégalais. Ces annonces ont été faites par l'administrateur général du FONGIP qui a tenu une conférence de presse suite au conseil. Youssouf Kaba. Une première rencontre avec la presse après la première tenue du conseil d'administration. Déjà quelques mois seulement après la mise en place du fonds, les choses commencent à bouger. Je suis heureux aujourd'hui que la tenue de ce premier conseil d'administration nous permette de démarrer nos activités et de démarrer les octrois de garantie et de bonification destinés aux porteurs de projets. Mise en place pour garantir les projets porteurs des Sénégalais, le FONGIP est prêt à s'engager jusqu'à hauteur de 500 millions de francs CFA, considérés comme plafond au profit des porteurs de projets. Et cela dans les secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le tourisme, le transport, l'éthique, pour ne citer que cela. La première mission qui est la garantie destinée aux porteurs de projets et aux PME qui sont dans les secteurs porteurs de croissance. La deuxième mission est la bonification de taux d'intérêt, bonification par le refinancement des institutions financières. La troisième grande mission est l'accompagnement et l'assistance technique aux porteurs de projets par la mise en place d'un dispositif déconcentré. Avec un premier jet de 10 milliards de francs CFA à titre de subvention, le fonds démarre ainsi ses activités. 3 agences régionales seront mises en place pour couvrir l'ensemble du territoire national. Il s'agit de celles de Ziguinchor, de Kaolack et de Saint-Louis. L'APIX et la CEPEX coordonnent leurs interventions. Les deux entreprises vont ainsi mieux assister les entreprises exportatrices. Les deux agences ont signé le protocole d'accord ce jeudi. Léa Edaya. En signant ce protocole d'accord, les deux agences, l'APIX et la CEPEX, s'engagent à mettre en synergie leurs efforts. À l'heure de la mise en place des zones économiques spécialisées, il urge pour les organismes qui travaillent dans les mêmes secteurs d'activité de coordonner leurs interventions pour atteindre plus rapidement leurs objectifs. Un tel accord viendrait donner corps à la volonté que nous avons de mener une synergie de nos actions d'une part et aussi aller vers la cohérence de nos messages de promotion des investissements et des exportations. Vous savez que l'une des missions principales de l'APIX quant à la promotion des investissements constitue à accueillir les investisseurs, les accompagner et leur faire bénéficier donc de l'avantage dont peut disposer un investisseur au Sénégal avec un environnement des affaires de classe mondiale. Et après, quand l'investisseur rentre dans une phase de production, donc cette phase de production finirait à un moment donné à aller vers la promotion des exportations. Il s'agit d'améliorer les exportations, apporter plus de cohérence pour aller à l'émergence. Le grand problème, c'est qu'il faut produire. Alors, pour la production, il faut avoir des zones de production, il faut améliorer la qualité de la production. Et cela ne peut se faire qu'en étroite synergie aujourd'hui avec l'APIX. Nous l'avons compris. Nous avons commencé à le faire avec un comité paritaire qui est en train de travailler sur l'année déjà 2014 pour voir comment on va opérationnaliser les choses, quels que soient les secteurs et les marchés. L'accord tient pour 3 années renouvelables. Les deux agences viennent encore renforcer leur soutien aux entreprises exportatrices, une volonté déclinée dans le plan Sénégal émergent qui prévoit d'accompagner dans l'organisation et l'acquisition d'un label de qualité. La population du Sénégal a augmenté, mais elle est en dessous des 13 millions de personnes. Une population jeune et agricole, selon les résultats provisoires du 4e recensement national publié ce vendredi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Aïda Mamoudou Diop.
La population du Sénégal s'élève à 12 800 000 habitants environ. Ce chiffre est le résultat provisoire du 4e recensement national organisé en 2013. Comparé aux moyennes de ces dernières années, la population sénégalaise garde un taux d'accroissement naturel stable. Nous avons vu que entre 1988 et 2002, le taux de croissance qui se dégageait était de 2,5%. Et ce sont ces 2,5% que nous avons également constaté pour le taux intercensitaire entre 2002 et 2013. Selon ce rapport, la population est composée en majeure partie de jeunes. Ils sont plus de 52% de la population. Sur le plan répartition géographique, Dakar, la capitale, concentre le plus grand nombre. Dakar est aussi caractérisé par une évolution différentielle entre les différents départements. Quand on sait que le département de Dakar, qui était depuis longtemps le premier département en termes de population, a perdu sa place au profit du département de Pikine, qui a été pendant longtemps une zone d'extension, puisque pratiquement les nouvelles zones d'habitation étaient placées dans ce département-là. S'agissant de l'économie, l'agriculture reste l'activité dominante. Elle occupe 9 ménages sénégalais sur 10. Les ménages dans lesquels il y a au moins une personne qui pratique l'agriculture, ce chiffre environ à 60% des ménages. Ces résultats provisoires publiés par l'ANSD sont issus du 4e recensement démographique. Il est réalisé dans un contexte de mise en œuvre du schéma directeur de la statistique et du développement fulgurant des TIC. Ces résultats provisoires feront l'objet d'une analyse avant la publication définitive. Les ministres Pape Diouf et Ali Ngouille Ndiaye ont tourné de 2 jours dans le département de Linguère, c'est dans la région de Louga. Objectif, s'enquérir de l'état des forages et châteaux d'eau de quelques communautés rurales et villages de cette localité. Philomène Constance Diagne. Tessékéré, Lumbi, Pitel, Amali, Toubalinguer, entre autres. Le décor est presque le même partout. Une charrette tirée par des ânes supportant le poids d'un réservoir d'eau, chambre à air, baril, tout ou presque semble adapté pourvu qu'on ramène de l'eau. Un calvaire quotidien pour beaucoup d'habitants du département de Linguère. Ces situations résultent de l'insuffisance ou de la vieillesse des forages. Les villages de Toung et de Barkidi sont les moins épargnés. La particularité du village de Toung, c'est que les autres forages, le débit était de 30 mètres cubes par heure. Le village de Toung, c'est 63 mètres cubes par heure. Donc on s'est dit que si ce village avait été équipé par un château d'eau, je suppose que le problème de Toung et de ses environs serait résolu. Ça, c'est un. L'autre problème particulier, c'est le problème de Barkidi. Malgré les efforts consentis par le gouvernement dans la construction des forages ici, beaucoup reste à faire. En plus des 85 forages qui existent, 25 autres sont prévus d'ici à fin 2015. Il est vrai quand même qu'on a commencé à réaliser pas mal d'ouvrages. Mais on a prévu également dans les prochaines années, et pour Linguère, dans les 2 années, donc 2014-2015, au moins une vingtaine de forages qui vont renforcer les forages qui existent. Et ensuite, on va réhabiliter certains forages comme Tessékéré, comme Amali, comme Lumbi, pour donc augmenter la production. Il est prévu dans ces endroits-là des châteaux d'eau permettant donc de mieux polariser d'autres villages qui sont éloignés ou bien même de faire des abreuvoirs pour permettre aux animaux de ne pas se concentrer sur un seul lieu. Une bonne volonté affichée par le ministre, la tutelle en a profité pour tirer un bilan des 2 années de l'actuel régime dans le domaine de l'hydraulique. Le bilan, à mon avis, quand même positif, puisque nous avons réalisé en 2 ans au moins de 179 forages à travers le pays. Et nous avons prévu dans les 5 prochaines années, 3-4 prochaines années, 300 autres forages. C'est dire que le président Macky Sall, mais en tout cas, au début, à la fin, en tout cas, de ses préoccupations gouvernementales, le problème de l'eau au Sénégal. On ne s'arrête pas là parce qu'il y a d'autres projets en vue pour le transfert de l'eau vers l'intérieur du pays. Et je crois que cette zone peut être intéressée parce qu'il y a un transit qui est en discussion permettant encore de faire des transferts de l'eau du lac de Guiers vers des zones comme ici, comme l'intérieur du bassin arachidier, puisque les forages c'est bien,
mais je crois que l'eau de surface aussi doit être utilisée. À terme, ce projet permettra un bon approvisionnement en eau des populations du Ferlo, mais également pour le cheptel et l'agriculture, ce qui pourrait participer à booster l'économie du pays. La visite s'est terminée par cette rencontre avec les Agifors du département de Linguère. 137 villages de la région de Saint-Louis seront bientôt électrifiés. L'agence sénégalaise d'électrification rurale, en partenariat avec la société marocaine Comacel, a déjà fini les installations. Le ministre de l'Énergie était en tournée dans la zone pour constater l'avancement des travaux. Damsila. Après la signature de 2 concessions avec la Comacel en 2011 pour l'électrification rurale de 298 villages de Saint-Louis, Dagané et Podor, il revient au ministre de l'Énergie de constater le niveau de réalisation. Maïmouna Doysek s'est rendu dans différentes localités concernées par le projet. À Boudjouk, Ndiolmor, Kerseya, Boki, Dialobé et autres villages visités, les installations électriques sont déjà terminées et l'approvisionnement va bientôt démarrer. Dès la semaine prochaine, la société Comacel va commencer l'opération commerciale. Et tous ceux qui vont s'abonner lors de cette campagne de commercialisation vont voir les équipes commencer les installations intérieures. Au terme de ce projet, 156 villages seront connectés au réseau électrique et 142 autres au système solaire. À Ndjoubnan, par exemple, la Comacel a installé pour les abonnés des panneaux solaires et la facture est payée suivant le nombre de lampes installées. Le gouvernement a décidé, pour rendre l'électricité accessible dans les milieux ruraux, de subventionner les investissements jusqu'à hauteur de 80%. Et c'est les montants collectés à travers les factures qui serviront à électrifier d'autres localités. Les prémices du plan Sénégal émergent sont en train d'être notées avec cette arrivée et la lumière qui va être obtenue dans les meilleurs délais. La deuxième phase de ce projet concerne Louga, Linguère et Kébémer. L'objectif du gouvernement est d'atteindre un taux d'électrification rurale de 60% en 2016. Il prend en compte le programme de l'acte 3 de la décentralisation. Il y a une forte disparité entre les régions, qui fait que certaines régions ont 5% de taux d'électrification rurale, d'autres sont à plus de 50%. Et suivant même les recommandations de l'acte 3, aujourd'hui nous avons l'obligation d'équilibrer et d'atteindre au moins 60% dans chacune des régions du Sénégal. C'est un objectif que nous sommes fixés et dans chaque département aussi atteindre au moins 30%, pour que cette disparité qui est là depuis les indépendances puisse disparaître. Sur les 10 concessions attribuées, les 6 sont déjà confiées à des sociétés privées. Pour les 4 autres, les appels d'offres seront lancés. L'objectif est de fournir de l'électricité à l'ensemble des localités du Sénégal. La fièvre Ebola a apparu en Guinée. Le Sénégal se barricade. Sans doute, nous sommes avec le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye. Vous êtes le directeur de la prévention et vous êtes ici avec nous pour nous parler justement des moyens qui sont déployés pour faire face justement à cette fièvre hémorragique. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, première question, y a-t-il des cas de fièvre Ebola ici au Sénégal? Non. Merci d'abord de votre invitation, mais j'affirme que pour l'instant, nous n'avons aucun cas de fièvre Ebola au Sénégal. Affirmatif, comme disent les militaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a justement les réelles informations sur ce type de maladie? Oui, nous avons de réelles informations sur cette maladie qui est apparue en Guinée, a été confirmée du moins depuis le 24 mars 2014. C'est une maladie dont la situation en Guinée même, nous la maîtrisons en tout cas sur le plan des informations disponibles, qui était donc dans la Guinée forestière, qui est apparue maintenant à Conakry. Nous savons également que du côté du Sierra Leone, il y a des cas, notamment 8 cas à Sierra Leone, 6 au Libéria. Donc nous connaissons parfaitement cette situation qui sévit en Guinée. Et c'est donc connaissant l'ensemble de ces éléments que nous avons également activé notre système pour voir, et nous surveillons l'ensemble du territoire pour dire que cette situation, elle est connue, elle est en tout cas suivie de très près par les autorités et nous pouvons donc dire de ce côté, de ce point de vue, que du côté du Sénégal, il n'y a pas de cas de fièvre Ebola pour l'instant. D'accord. Quelles sont les mesures en cours pour éviter justement son entrée au Sénégal?
on sait qu'il y a un trafic assez important entre le Sénégal et la Guinée. Oui, il y a un trafic important du côté du Sénégal. Il y a donc, dès d'abord que nous avons, après avoir eu confirmation de l'existence de l'épidémie en Guinée, nous avons réactivé le système de surveillance épidémiologique en envoyant la fiche technique concernant cette maladie à l'ensemble des structures sanitaires et à l'ensemble des prestataires des régions, de l'ensemble des régions du Sénégal et des districts sanitaires du pays pour décrire aux agents comment se manifeste la maladie, comment elle s'attrape et quels sont les moyens essentiels de préventif, et aussi en leur disant comme instruction de notifier immédiatement à chaque fois qu'un cas de fièvre Ebola se présenterait quelque part au niveau du territoire national. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale a également réactivé le comité de gestion des épidémies qui s'est réuni immédiatement avec l'ensemble des structures techniques impliquées, avec l'implication des partenaires techniques et financiers du ministère. On a dégagé un fonds de riposte rapide aux épidémies, mais également on a renforcé la surveillance aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du Sénégal, et nous suivons de très près l'ensemble des informations. Le plan de riposte à l'épidémie est également élaboré avec différents secteurs, notamment parce que ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, c'est multisectoriel, pour approche multisectorielle, avec bien sûr le ministère de la Santé au cœur du dispositif, mais également un plan de communication est en cours pour expliquer surtout aux populations que cette maladie, il faut être serein, c'est une maladie qui est là, donc virale, qui est là, qui peut se transmettre, qui se transmet des animaux sauvages aux humains et qui peut ensuite avoir une contamination interhumaine dont les moyens de prévention classiques peuvent permettre de l'éviter, notamment en essayant bien sûr de rompre la chaîne avec les animaux sauvages, notamment qu'on abat et qu'on consomme, que l'on consomme, notamment que ce soit les chauves-souris, que ce soit les chimpanzés ou les gorilles, parce qu'en Guinée même c'est la Guinée forestière, mais que la contamination interhumaine, il faudra les moyens d'hygiène globaux, notamment le lavage des mains, le fait d'éviter le contact avec les personnes malades, mais également en cas de décès éventuel de ces malades, il faudra que les rites funéraires soient organisés et accompagnés pour éviter une contamination à partir des cadavres. Tout ceci, c'est au plan préventif, encore une fois, parce que c'est une maladie qui sévit dans un pays voisin, mais qu'à ce niveau actuellement, on a le système de surveillance, on a également des mesures préventives qui ont été prises au niveau des frontières du Sénégal, du côté de ce pays. Il y a donc les gouverneurs de région qui ont pris des mesures conservatoires, qui ont d'abord organisé des CRD et CDD, certains. Il y a des mesures conservatoires, notamment à travers l'arrêt ou bien en tout cas la suspension de certains marchés où il y a brassage important de la population. Il y a des réunions qui sont en cours au niveau de l'aéroport, au niveau du port. Je viens de cette réunion, mais également un dialogue permanent et une circulation permanente de l'information à travers tous les prestataires. Nous avons également des kits d'équipement des agents de santé, parce qu'ils sont exposés, protection des agents, les moyens. L'OMS a annoncé l'arrivée même à partir de demain de kits de protection de l'ensemble des agents. Nous avons déjà en stock, nous avons doté ce matin par palier certaines structures au niveau de la capitale. Et voilà donc les circuits des patients seront même dessinés et décrits. Donc on se prépare au pire en sachant que pour l'instant, nous croisons les doigts et nous disons qu'il n'y a pas pour l'instant de cas et que nous sommes sereins. Alors il n'y a pas de mesures particulières, d'exigences particulières pour ces personnes qui quitteraient la Guinée pour rentrer au Sénégal, notamment dans le transport routier, pas de carnet de vaccination, vous demandez pas de pièces particulières? Pas de pièces particulières parce que c'est une maladie sans vaccin, il n'y a pas de vaccin disponible, il n'y a pas de médicaments, mais nous nous sommes réunis avec les autorités portuaires du côté des frontières maritimes et aériennes que le commandant de bord ou bien les équipages des bateaux remettraient le personnel, c'est d'abord le personnel sanitaire qui va en premier monter à bord, que ce soit au bateau ou bien au niveau de l'avion, pour dire par rapport aux passagers éventuels qui viendraient de ce côté, de voir tout ce qui s'est passé à bord, que ce soit le bateau ou bien l'avion, pour retracer si un malade a présenté un signe quelconque, ce malade sera tracé et suivi jusqu'au lieu de débarquement, jusqu'à la structure où il doit être pris en charge au cas où. Donc nous avons pris toutes les mesures sécuritaires par rapport à tous ces cas qui peuvent arriver ou bien qui peuvent exister.
Merci, docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous parlait des mesures prises par le gouvernement du Sénégal, le ministère de la Santé et de la Prévention, justement, pour contrer l'entrée, justement, du virus Ebola dans notre pays. Découvrons à présent un exemple à suivre de la commune des HLM qui a initié un programme d'aménagement d'espaces verts tout au long de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. Le programme, d'un coût de 100 millions de francs CFA, est financé par le ministère de l'Urbanisme à travers la direction du cadre de vie et des espaces verts urbains. Un programme qui s'inscrit dans la politique d'aménagement des grandes avenues. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement a effectué une visite de chantier. Maïmouna Sy. Des agents d'assainissement à l'œuvre, on donne les derniers coups de balai par-ci et par-là avant l'arrivée du ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement. Accueilli par le maire de la commune, Koudjambaye et sa délégation s'imprègnent tout d'abord du contenu du programme qui s'étale des HLM 1 à 3. C'est un projet donc d'un coût de 100 millions, financé par le BCI. Des missions donc de la direction, une mission d'assistance aux collectivités locales. Donc il avait saisi le ministre pour demander justement l'assistance technique. Le ministre, accompagné des chefs de services techniques, a pu observer l'étendue des aménagements de loi avant de visiter à pied les installations. Un moment d'échange avec les riverains, heureux de côtoyer les visiteurs du jour. Cet espace vert qui devrait s'étendre sur une distance de 600 mètres rappelle en réalité les HLM d'antan. Auparavant, c'était comme ça, on a tout laissé. Le maire l'a dit, on nous a débarrassé des vendeurs de pastèques, des moutons, de tabasquet et tout ça. Ne serait-ce que ça, on remercie le maire. On est contente pour ça. Ce n'est pas les jardins de l'État, ce n'est pas les jardins de la mairie, c'est les jardins de personnes, c'est les jardins pour les HLMois. Et c'est aux HLMois de s'organiser et de veiller à ce que nul autre ne vienne pour dégrader l'environnement. Pour ce qui concerne les kiosques également, c'est des kiosques de service, parce que nous ne voulons pas recréer un marché. On a déjà un marché HLM qui nous pose assez de problèmes. À travers le programme, la commune d'arrondissement des HLM tente de s'adapter aux nouvelles normes d'esthétique urbaine. Un impératif pour la viabilité des villes selon l'autorité en charge de l'urbanisme. C'est l'occasion d'aménager, de multiplier ce type d'aménagement. Donc pérenniser, prolonger, finaliser, pérenniser ce travail-là et le dupliquer. Si vous regardez de l'autre côté de la rue, vous voyez les problèmes. Évidemment, il faut que les autres mairies s'inspirent. Mais il faut aussi que le vandalisme arrête. En attendant le recrutement de jeunes préposés à la sécurité et à l'assainissement, l'entretien sera assuré par le maître d'ouvrage de ces aménagements. Après ce décor enchanteur au HLM, ce soir, nous allons vous montrer l'une des faces hideuses de la capitale. Dakar, des allées envahies par l'insécurité ou par les badauds, des espaces verts qui cèdent la place aux garages dans un délabrement total. Nous sommes au cœur des allées Seydou Nourou Tall, Aboubacar Sy et Cheikh Sidati Aïdara. Que d'illustres noms, hélas, le constat est assez triste avec cette petite promenade de Koumbadia Temar. Des gargotes, des épaves, des garages de mécaniciens, c'est le décor qu'offre ce qui était dans le passé l'un des plus beaux endroits de Dakar. Nous sommes aux allées Seydou Nourou Tall à la SICAP Amitié. Le jour qu'ils pourront mettre les espaces verts à cette place-là, je me dis que les gens ne vont plus occuper les places-là anarchiquement. Mais pour le moment, ils sont obligés de l'occuper pour travailler. Nous-mêmes, on sait que ce n'est même pas bon de travailler comme ça. Mais comment on fait? On ne peut pas lui aider. De toute façon, on n'a pas l'argent pour le faire aussi. Autre lieu, autre décor ou encore pire, aux allées Cheikh Sidati Aïdara, ex-Niary Tally, l'anarchie se passe de commentaires. Du moment qu'on peut mettre tout ce qu'on veut là-bas, alors le soir, c'est pas sûr. S'il y avait des espaces verts, ça allait être bien entretenu et avec assez de lumière, il n'y aurait pas de problème. Un peu plus loin, aux allées Aboubacar Sy, l'insalubrité et l'insécurité dictent leurs lois. C'est une situation alarmante. Nous qui travaillons ici avons constaté que des badauds commencent à élire domicile ici. Ils dorment ici le soir même.
Les allées sont squattées par des sans-abri et des fous. Quelquefois, nous sommes obligés, même, comment dirais-je, de veiller à ces derniers-là pour les chasser. Les gens urinent n'importe où, jettent leurs ordures un peu partout. Si les principales allées de la capitale souffrent d'occupation anarchique, c'est parce que les espaces verts ont disparu, faute d'entretien. Avant, comment dire, il y avait une surveillance, mais les gars qui les surveillaient ne sont pas payés. Alors là, ils étaient obligés de les lâcher. Alors c'est grave. Les allées, pareil, il faudra que l'État ou bien les mairies veillent à ça. Les espaces à Dakar, avant, on s'occupait de ça. Il y avait même des services spéciaux pour s'occuper des espaces verts à Dakar. Les allées Seydou Nourou Tall, Ababacar Sy et Cheikh Sidati Aidara ont donc perdu leur verdure d'antan. Ne serait-ce que le nom de ces grandes figures de l'islam qu'elles portent devrait dissuader n'importe qui d'y faire n'importe quoi. Le 4 avril, c'est dans une semaine, jour pour jour. Cette année, il y aura un défilé civil et militaire sur le boulevard Général de Gaulle. En attendant l'installation de la tribune présidentielle à la place de l'Obélisque, se déroulent des activités que suit pour nous, lui, Philippe Sagnard. Voici son reportage. La tribune présidentielle est à son emplacement habituel. Tout autour, l'on s'active pour finir à temps. À une semaine de l'événement, le maître d'œuvre accueille tous les services impliqués de l'État pour apprécier le chantier. La préparation de la fête de l'indépendance a démarré pour nous depuis 4 mois. Alors aujourd'hui, après avoir fait la préparation des civils qui vont défiler, des écoles, nous en sommes arrivés maintenant à une phase de la préparation matérielle sur le terrain au niveau de la place de l'Obélisque. Nous venons de recevoir tout de suite les services, tous les services impliqués, de la présidence, de la sécurité, de AGEROUTE, de tous les services de la Sénélec, tous les services nationaux qui sont impliqués pour une belle réussite de cette fête-là, viennent de quitter le terrain après une reconnaissance. Les tribunes sont en train d'être montées, la route est en train d'être marquée, les troupes sont en train de s'entraîner, donc on peut dire que les préparatifs vont bon train. L'essentiel est fait. Les différentes recommandations formulées vont permettre d'apporter des correctifs. Toutes les dispositions sont prises pour éviter les failles. Tout sera au beau fixe, d'abord en principe le 1er avril, pour ce qui est des hommes et des femmes qui défilent, mais ensuite le 3 avril pour tout ce qui est matériel, marquage et décoration. Ce sera la première fois d'ailleurs qu'on défile devant le président Macky Sall sur ce boulevard. Et le menu, c'est faire passer devant M. le Président de la République, qui est le chef suprême des armées, la maquette du défilé, qui est composée d'éléments de la jeunesse, donc des élèves, et ensuite des militaires qui défilent à pied, des corps paramilitaires qui défilent à pied, et ensuite un certain nombre de corps motorisés, un certain nombre de corps qui vont défiler donc avec leurs motos et leurs engins. Embellissement, nettoyage et sécurisation des lieux. Tout est pris en compte. D'ici le 4 avril, le boulevard du Général de Gaulle fera peau neuve. Civils et militaires vont marquer le pas devant le président de la République et ses hôtes de marque. À l'instar de beaucoup de pays du monde, le Sénégal a mis sur place le cadre national pour les services climatiques. Ce nouvel outil va permettre d'éviter les catastrophes qui découlent des changements climatiques. C'est aussi un levier sur lequel les décideurs politiques peuvent s'appuyer pour orienter leurs décisions à l'égard. Les changements climatiques bouleversent le cadre de vie des populations. Ils entraînent des inondations, la désertification, la perte de la biodiversité et des terres arables, entre autres. Pour prévenir et lutter contre ces catastrophes et risques climatiques, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a mis sur place le cadre national pour les services climatiques. Le cadre mondial pour les services climatologiques a pour rôle essentiel d'assurer l'accessibilité des informations climatiques de qualité aux différents usagers afin de réduire au mieux l'impact des changements climatiques sur les populations et l'environnement en vue de faciliter un développement harmonieux des pays, particulièrement les plus vulnérables. En établissant le cadre mondial pour la fourniture de services climatologiques, la communauté météorologique apporte aussi une contribution scientifique de taille aux négociations internationales dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce nouveau cadre national va permettre d'exploiter et de traiter à mieux l'information météorologique au Sénégal.
Par ailleurs, il prendra en compte les besoins réels des usagers des secteurs socio-économiques sensibles au climat. Le cadre va permettre de prendre en charge tous les aspects liés au changement climatique. Comme vous le savez, il y a un volet d'abord de recherche scientifique pour mieux cerner cette question des changements climatiques, mieux asseoir les prévisions et la dissémination de l'information aéronautique, l'information météorologique, en vue de mieux prendre en charge la variabilité et le changement climatique. Parce que c'est un phénomène qui frappe à nos portes depuis longtemps et il est temps d'y faire face et de trouver l'ensemble des modèles scientifiques pour pouvoir cerner et prendre en charge cette question qui risque de perturber le bon fonctionnement de la planète. Les conclusions des réflexions issues de cette rencontre vont servir aux autorités dans le processus de prise de décision, tout comme la gestion rationnelle des risques climatiques. La suite de notre série de reportages dans la vallée, Rosso, Sénégal, Rosso, Mauritanie, deux villes jumelles séparées par le fleuve Sénégal. Deuxième porte d'entrée dans le pays après l'aéroport Léopold Sédar Senghor, Rosso Sénégal est un pôle stratégique. De par sa position, pour rejoindre les deux rives, une traversée est inévitable avec pour seul moyen les bacs appelés Rosso et Trarza où les pirogues. Comment se porte cette activité de transport fluvial sur la frontière nord du Sénégal? Élément de réponse dans ce reportage de Philomène Constance Diagne. Sur les abords du débarcadère de Rosso Sénégal, une merveilleuse vue sur sa jumelle au Rosso Mauritanie. Au quotidien, le bac mauritanien assure la desserte fluviale, mais aux heures de pause, les pirogues prennent le relais. À partir de 9h, si le bac commence à faire le traversée, nous on n'a rien. Mais si le bac vient, il embarque tous les clients, mais les passagers dans le bac, ils ne payent rien. Ce trafic arrange la clientèle qui a raté les bacs, ou bien ceux qui désirent transporter des bagages. La traversée dure près de 10 minutes et le prix des billets est jugé abordable. Les premiers, ils n'ont pas de problème. Quand tu viens, tu discutes avec eux. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Ils vont t'amener là où tu veux partir. Traversée bi, parfois nous l'avons 500. Fait que dans yor bagage, nous l'avons 500. Bu dee bagage bu bari 1000 francs. Bu fekkee da nga yoruloo bagage nag 300, boo fayee 300 ñu yóbbu la. Chaque personne paye 200 francs CFA. Malgré ce rôle important, les piroguiers se plaignent. Pour cause, la rareté des clients, surtout aux heures de trafic des bacs qui sont gratuits pour les personnes, la vétusté des pirogues, la cherté de l'essence, autant de problèmes auxquels ils font face. On a plus de 250 pirogues motorisées de 7 tonnes. On a plus de 100 petits pirogues. Ce sont les pirogues là, ce sont les pirogues Jakarta. Mais je te dis que ce transport, ça ne nous rend rien. C'est pour cela qu'on a une perte de pirogues qui nous a causé à cause du bac. Plus de 150 et quelques pirogues. On ne peut plus il ne peut plus assurer les traversées. Parce que maintenant, la pirogue est chère, le bois est cher, la machine est chère, l'essence est chère. On ne travaille plus. On ne travaille plus. Nous sommes fatigués. Beaucoup d'entre ces piroguiers pratiquaient la pêche, mais depuis l'installation de la